Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Hey, Bzaf! 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 Amis auditeurs, bonjour. Bzaf est de retour après de très longs mois d'absence. La dernière émission de Bzaf, c'était c'était le 26 mars dernier, hein, et c'était avec Alir Diri. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Khaled Bourayou, avocat à la Cour d'Alger, bien connu. Maître, bonjour. Bonjour. Un ténor du barreau d'Alger, protagoniste de tous les grands procès qu'a connu l'Algérie depuis 20 ans. Oui. Au minimum. Oui. Moi, je me souviens toujours du procès de Khalifa Ablida, celui de février 2007. Oui. 2007. Un grand moment. Dommage qu'on n'a pas tiré tous les enseignements. Oui, on aurait dû en tirer. Et je me rappelle de la tirade de Khaled Bourayou. Ce monsieur a réussi à acheter tout l'État algérien. Oui. Et c'était bien le cas. Je voudrais avoir des nouvelles d'Alir Diri. C'était notre dernier invité. Il est en prison. Il a été arrêté. Moi, je l'assume. Il a été arrêté injustement. Pour une question de règlement de compte, mais on n'a plus beaucoup de nouvelles de lui. Il est en détention préventive, il est poursuivi pour atteinte au moral de l'armée, intelligence avec les services étrangers, et il est complice de quelqu'un qui lui-même est connu pour son trafic, et il a trafiqué même sa carte d'identité. Donc, les gens se demandent pourquoi cet homme, qui a un intellectuel, qui est sorti de l'armée, qui a défendu des principes de démocratie, de liberté, se retrouve en prison. Oui, c'est pas le seul. Hein. On le cite parce que c'est votre mandant. Oui, je pense que c'est le premier d'une série de détenus d'opinion. À mon avis, ce n'est pas quelque chose de gai, ce n'est pas quelque chose d'utile pour le pays. Des intellectuels dont le pays a besoin aujourd'hui doivent défendre des libertés que de rester dans des cellules. Oui, on pensait pas effectivement après l'avoir reçu ici que cette évolution-là qui allait prédominer. Et depuis, elle s'est accélérée puisqu'il y a eu encore des arrestations ces derniers jours de militants du mouvement populaire du 22 février. Alors, Maître Khaled Bourayou, vous êtes ici, vous êtes inquiet pour le sort des libertés, le sort des droits des Algériens. Vous avez un message à faire passer et vous faites partie de la corporation des avocats. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les avocats nous ont un peu lâchés depuis le début du Hirak? Ils étaient présents comme une corporation à part, ils sont sortis quelques fois, et puis on les a plus revus. Dieu merci, ils ressortent dans 48 heures pour marcher, mais est-ce que quelque part il s'est pas passé quelque chose, une forme de recul? Non, je voudrais dire d'abord que j'ai côtoyé les journalistes durant un quart de siècle, dans les moments les plus difficiles, dans les moments où personne n'acceptait de les défendre. C'était une nouvelle catégorie qui dérangeait le pouvoir, qui dérangeait le système. Il fallait défendre, j'ai pris mon courage, je les ai défendus et je pense que c'est le plus grand honneur que je puisse en tirer de ma carrière. On va parler de la situation de la corporation tout à l'heure. Mais croire aujourd'hui que la situation que nous avons vécue pourrait un jour revenir, ça a été vraiment impossible. Parce que la liberté d'expression a acquis en Algérie durant 25 ans un ancrage extraordinaire, un acquis considérable. On a remis en cause pratiquement tous les acquis, sauf celui de la liberté d'expression. Et là, vous trouvez que celui-là est maintenant remis en cause? Il est en danger? Elle est mise en cause avec un danger, c'est que même au sein de la corporation, il n'y a pas de solidarité. Au sein de la corporation, il n'y a pas un attachement aux libertés comme on l'avait assisté avant. C'était la belle époque, en fin de compte. Donc, c'est au nom de 25 ans de combat que je considère aujourd'hui que la répression n'est pas la bonne solution pour un pays comme l'Algérie.
Alors, c'est quoi la revendication principale? Les avocats, on va parler des journalistes dans un moment, mais les avocats d'abord, votre corporation, redescendent dans la rue pour exprimer quelle revendication en particulier? La corporation des avocats, il faut le dire, en toute franchise, n'a pas été à la hauteur ces dernières années des aspirations de la société. Le barreau est une organisation de la société civile à l'avant-garde, mais qui s'est trouvée en recul. Je prends un exemple aussi. Quand il y a eu la révolution libyenne, le siège de la révolution à Benghazi était le tribunal de Benghazi. À ce moment-là, nous, on se battait pour des places de parking. Donc, vous voyez dans quel monde nous étions. S'il faut une prise de conscience aujourd'hui, c'est que la marche ne doit pas être une marche de dénonciation, mais une marche de revendication. Il faut aujourd'hui préserver les libertés dans ce pays. Parce que sans liberté, à mon avis, c'est qu'on ira directement vers le chaos. Alors, dans le cas des avocats, la première, on va dire, le premier critérium qui permet d'évaluer les libertés, c'est le respect des droits de la défense. Comment ça se passe avec les droits de la défense depuis le début du mouvement populaire du 22 février? Est-ce que vous arrivez à les exercer, vous, les avocats, correctement, ou est-ce qu'il y a un empiètement? À me dire, on avait attendu, les gens ont attendu avec beaucoup d'espoir et d'espérance le mouvement du Hirak du 22 février. Les gens croyaient qu'on allait avoir plus de liberté, plus de temps, plus de franchise, plus d'expression directe, plus de manifestations libres. Or, les choses pratiquement n'ont pas évolué dans ce sens. Aujourd'hui, on assiste à des répressions, à mon avis, qui ne devraient pas être. Emprisonner quelqu'un pour porter un drapeau, ou emprisonner quelqu'un parce qu'il avait exprimé une opinion, me semble être une pente dangereuse. Et ne donnera pas la solution, mais va aggraver des clivages qui sont actuellement en train de se nourrir. Alors, nous on a, en tant qu'observateurs, en tant que journalistes, en tant que citoyens évidemment concernés par ce qui se passe dans notre pays, observé de près un peu l'évolution de la manière dont la justice rendait ses verdicts, et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une différence entre une juge à Annaba, un groupe de juges à chambre d'accusation à Wilayat Tipaza et puis Alger. Est-ce qu'il y a une manière de fonctionner aujourd'hui de la justice pour vous, les avocats, qui pose un problème d'attitude différente en fonction des mêmes infractions, entre guillemets? Écoutez, durant la partie unique, le système se distinguait par trois choses. La force, la mégalomanie, où tout se réglait par la force. La fermeture de l'espace des libertés. Et l'utilisation de l'outil d'information tel que la télévision. Et avec ça, il y avait une justice qui, elle, balisait tout ce que pouvait faire le gouvernement et légitimait tout ce qu'il pouvait prendre comme décision et lui donnait donc un caractère de légalité pour pouvoir passer l'action du gouvernement. Donc, c'était un instrument au sein du pouvoir. Est-ce qu'il a changé aujourd'hui? Pas du tout. On n'a pas changé, on n'a pas la perception que nous sommes devant une justice indépendante, nous n'avons pas la perception que le juge est libre, que le juge est capable aujourd'hui de décider du sort d'un justiciable. Aujourd'hui, nous sommes, à mon avis, dans une régression qui est perceptible d'ailleurs. La régression... On va revenir à 2007. On a évoqué 2007, le procès Khalifa. Moi, j'étais présent lorsque le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a été confondu par les membres du conseil d'administration de la CNAS qui avaient établi qu'il avait fait un faux pour placer 12 milliards de dinars de la CNAS chez Khalifa Bank. Et il avait assumé ce faux. Il avait dit, j'assume ce faux. Il s'était rien passé. Je me rappelle que la juge avait échangé un regard avec le procureur et il s'était absolument rien passé. Donc, la régression, c'est par rapport à quel moment? Parce qu'à cette époque-là, déjà, la justice était aux ordres. Complètement. Il y avait des justices spectacles. On voulait faire de l'affaire de Khalifa une justice d'un golden boy qui a accès à la richesse dans le pays, qui a commencé à distribuer des taux d'intérêt extraordinaires, qui demandait d'être un membre influent de la société civile et même politique. Puis tout d'un coup, ça a basculé.
Ça a basculé, on est donc devant le procès d'un système. Et on avait entendu des choses extraordinaires. Rappelez-vous le rapport qui a disparu. Il y a une chose plus extraordinaire, c'est que le document sur lequel le procès Khalifa a été conçu comme tribunal criminel a été sur la base d'un faux. Maître, moi, si j'ai évoqué l'affaire Khalifa, c'est juste pour essayer de situer la dégradation. Est-ce que la dégradation est plus forte par rapport à cette époque-là, 2007 ? Est-ce qu'elle s'est accentuée depuis février dernier ? Voilà, on comprend bien, par exemple, dans le cas de l'affaire Tabou qui est remis en liberté conditionnelle, enfin sous contrôle judiciaire par la chambre d'accusation, et tout de suite après, on sent bien que le ministère public a imposé son point de vue et l'a remis en prison. À vous dire vrai, il n'y a pas eu d'avancement pour qu'il y ait régression. La justice a été toujours égale à elle-même, servir le pouvoir par des procès. Ça va plus vite aujourd'hui. Il suffit qu'Ahmed Gaïd Salah prononce un an pour que prononce un an, une corporation, il cible un secteur. Il a fait au début. Il a dit quels étaient les secteurs qu'il fallait poursuivre, et la justice l'a fait. Le mal de nos cadres, le mal de certains de nos magistrats, c'est être zélé. Voilà, ça c'est une vraie question que j'ai envie d'évoquer. Vous pensez que les juges en rajoutent, qu'on leur demande bien pas sûr. d'en faire autant? Bien sûr. Bien sûr. On est mal barré là. Mais je vous le dis. Quand un juge, à la fin de l'année, compte combien il a de procès, combien il a réglé d'affaires, c'est quoi ça? C'est une justice à la quantité ou à la qualité? Mais il y a eu un moment où on avait le sentiment que les juges, les magistrats regardaient du côté du mouvement populaire, regardaient un peu comment les gens allaient les évaluer, comment ils allaient les juger, est-ce qu'ils pouvaient aller dans leur famille, dans leur quartier, etc. Et vous considérez que la pression du mouvement populaire est retombée et qu'aujourd'hui elle est retombée et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, continuer à obéir aux coups de téléphone. Rappelez-vous le cas du syndicat national des magistrats, Louh, qui était un bon syndicaliste, qui devient un mauvais ministre. Rappelez-vous le cas de Raslain, qui a été écarté parce qu'il a osé lorgner du côté de la liberté. Donc nous sommes dans une justice toujours dans une atmosphère qui n'est pas une atmosphère qui vous pousse à espérer, mais qui vous pousse toujours à avoir plus peur. Je prends un exemple, à mon avis, qui est très intéressant. C'est la comparution immédiate, qui est anticonstitutionnelle. Depuis quand a-t-on vu que le procès verbal de police devient un document d'accusation, le seul document dans un dossier, alors qu'il n'a qu'une valeur indicative, et le juge n'a que ce document pour juger. Donc le procès verbal prend une valeur juridique extraordinaire. C'est ce qui a été utilisé dans les affaires de l'emblème à Mazir, notamment. Et on fait passer tout le monde par la comparution immédiate. Or, la comparution immédiate est elle-même une procédure illégale, anticonstitutionnelle. Alors, les avocats, est-ce que, à un moment donné, il a été question de rendre transparente la justice en évoquant notamment les noms des juges qui obéissaient aux ordres et qui faisaient de l'excès de zèle? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Mais j'ai entendu des avocats dire non, il faut l'éviter parce que on se rappelle des années 90. Écoutez, on va mettre les juges en danger, ils doivent être plutôt anonymes pour pouvoir rendre justice. Nous sommes des avocats et nous tenons aussi à l'ordre public. Nous sommes des avocats qui font un travail de clarté, nous ne faisons pas un travail de délation. C'est pas notre travail. Notre travail est d'assurer la défense de nos clients. On n'est pas comptable des faits de nos clients, nous sommes comptables de leur défense à ce qu'il ait une interrogation objective et un procès équitable. C'est ça notre travail en tant que... Mais c'est un juge d'instruction qui refuse un permis de communiquer pour un détenu comme Fodel Boumala. C'est arrivé, il a fallu faire pression pour qu'on puisse ses avocats puissent lui rendre visite. Vous pensez qu'il faut cacher le nom de ce juge d'instruction? Non. Le plus grave, c'est que c'est la tutelle se tait, c'est plus grave. S'il le fait, c'est parce qu'ils sont couverts par la tutelle. Ou bénéficier de la circonstance, des circonstances du moment. Il y a
À mon avis, il n'y a pas au sein de la justice actuellement une volonté d'une indépendance qui doit commencer par enlever le nombril qui lie le pouvoir exécutif au pouvoir à l'autorité judiciaire. Il y a aujourd'hui des atteintes que nous n'arriverons pas à nous expliquer. Vous prenez par exemple les dernières poursuites contre les chefs d'entreprise. On leur désigne un administrateur, on désigne un chef d'entreprise, propriétaire d'une entreprise, on lui désigne un administrateur pour son entreprise. Est-ce que cela est légal? Est-ce que son entreprise est poursuivie pour mauvaise gestion? Est-ce que ça ne risque pas de pousser le juge vers une fonction qui n'est pas la sienne? C'est de gérer alors qu'il doit instruire. Et nous avons de bons juges capables. Mais il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Donc pour la question des libertés, vous considérez de manière générale, ça s'est beaucoup, ça a reculé. Est-ce que la corporation des avocats a fait quelque chose de pas bien dans sa façon de résister, d'être en connexion avec le mouvement du 22 février, qui lui réclame des libertés et des droits, plus de libertés et de droits? Est-ce que vous pensez que tout s'est bien fait? Est-ce qu'il n'y a pas des virages qui ont été ratés? Là, on vient d'évoquer le cas des chefs d'entreprise. Je peux vous poser une question. Oui. Est-ce que vous pensez que les avocats de Saad Abrab ont bien fait le job parce que peut-être que psychologiquement, c'était le moment où il fallait réagir pour dire attention, là, il y a une dérive? Écoutez, tout avocat est censé faire du bon travail. Il a de bons avocats, je ne dirai pas plus. Ils font le travail, ils savent le faire. Mais à mon avis, quand une poursuite vient dans un moment où il y a une pression politique sur cette poursuite, il est normal que le droit essaie de s'échapper quand même du poids du politique. On peut dire la même chose pour la présidente du PT. Peut-être que là aussi il y a eu un tournant quand la classe politique a accepté qu'elle soit arrêtée parce qu'elle n'a pas assisté à une réunion qui était supposée trouver une solution à la crise politique du pays. Et c'était une réunion, une rencontre. Une rencontre. C'était peut-être un tournant qu'il fallait pas laisser passer. Oui. C'est en cela que je dis il y a peut-être au niveau de la communication, au niveau de l'affirmation du droit et des libertés, peut-être il y a des moments. Écoutez, des virages ratés. En principe, historiquement, dès qu'il y a dans des pays très avancés, dès qu'il y a atteinte aux droits, atteinte aux libertés, les avocats doivent être à l'avant-garde. Et donc on est d'accord pour dire que ça c'est peut-être pas toujours suffisamment bien fait. Ce qui a caractérisé en fin de compte la force de l'ancien système, c'est que il n'a pas essayé, il a partout les moyens diviser les corporations, éloigner les ordres l'un des autres, les syndicats l'un des autres. Il a fait une politique de partage, en fin de compte de division. Et c'est pour ça que nous n'avons pas des relais qui peuvent aujourd'hui reprendre toutes les avancées démocratiques dans ce pays. Alors l'inquiétude, évidemment, elle s'est étendue à des détentions de détenus, de militants, de leaders politiques, des pressions sur les activistes. Aujourd'hui, il y a le monde des médias, on l'a évoqué il y a un instant. Vous avez accompagné les médias pendant des années dans des procès de diffamation, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie question. Des chefs d'organes, des directeurs de publication qui sont écoutés à la caserne Antar. Le DRS a récupéré une prérogative de police judiciaire pour dire qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il fallait pas faire en termes d'information. Vous avez connu ça, vous? Oui, on avait connu ça avec la censure au niveau des journaux. La censure avec les journaux. Rappelez-vous l'entrée en fanfare d'une escouade des gendarmes qui ont pris tout le collectif rédactionnel de l'Ouatan. Rappelez-vous. 92. Omar Belhouchet en 93. Donc les choses n'ont pas évolué, ont empiré.
Là, c'était la gendarmerie. Hein. C'était la gendarmerie. Oui. C'était la gendarmerie, c'était pas la police politique. Oui. Et je dis, plus on attend aux libertés, et plus les choses d'un dialogue s'amenuisent. Il faut, à mon avis, de la sérénité dans les attitudes, de la sérénité, de la confiance dans les comportements, pour que nous puissions arriver à quelque chose qui puisse sauver ce pays. Et ce pays a des chances extraordinaires d'être l'un des pays de démocratie ou de liberté. On va vous laisser éteindre votre téléphone. Alors, Khaled Bouraï, vous avez combien de clients en prison en liaison avec le mouvement politique depuis le 22 février? Vous en avez beaucoup aujourd'hui. Oui. Vous ne pensiez pas travailler sur cela comme ça après le début de la Révolution? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays qui ne respecte pas les libertés, qui ne respecte pas les droits fondamentaux, la justice sociale, ne peut plus espérer ou aspirer à être un État ou une nation ou un pouvoir. L'Algérie, moi je pense qu'on avait cru que 88 était derrière nous, que la liberté d'expression, mais quel bonheur d'avoir son journal le matin, rappelez-vous. Quel bonheur. Vous avez peur de perdre, y compris cela? La caricature de Dilem, la une de l'Ouatan, l'information... Au train où ça va. Au train où ça va. C'est qu'on ne peut pas parler contre la caricature que par la force. On ne peut pas parler avec l'article que par la force, que par la répression. La répression n'est pas l'unique solution. La solution, c'est, premièrement, comprendre que l'homme doit être libre en Algérie. Les journalistes, nous avons 100 journalistes qui sont morts. Il n'y a pas eu dans l'histoire contemporaine un génocide sélectif aussi puissant que celui des journalistes. Comment vous ressentez ce recul-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez dire? Par exemple, vous avez été au procès de Blida. Est-ce que il y a des choses que d'habitude vous arrivez à faire passer par la presse que vous avez du mal maintenant à faire passer sur vos dossiers, sur la situation? On essaie d'évaluer un petit peu le recul. Écoutez, la liberté d'expression ne suppose pas le travail d'un journaliste libre, ne suppose pas la diffusion d'un journal, suppose une atmosphère où les gens viennent lire avec liberté, s'exprimer avec liberté, penser avec liberté. Si on n'a pas ça, c'est qu'on va tuer la liberté dans l'esprit des gens. On va poursuivre les consciences. Et là, on ne va plus poursuivre les idées. Alors vous êtes bien placé, vous êtes pour savoir comment les choses ont pu se dégrader. Tout de même, vous avez défendu les journalistes pendant cette période-là. Qu'est-ce que avant le 22 février, dans la manière de travailler on va dire des gens qui ont été aux responsabilités, etc. Qu'est-ce qui aurait pu nous permettre d'avoir une autre relation au droit, à la défense des libertés, etc. Je prends par exemple le dossier des disparus. Nous, on a toujours senti que c'est un dossier sur lequel c'est une ligne de partage en Algérie. Tant qu'on n'a pas dit la vérité, tant qu'on n'a pas travaillé sur cela, on sait qu'il y a une certaine forme de non-dit qui va bloquer le fonctionnement des institutions, de la justice, etc. Est-ce qu'on a manqué aussi de courage dans la prise en charge de ces dossiers-là? Pas de courage. On a tracé une forme de gouvernance qui fait qu'on fasse oublier la vérité et donner vie à l'imposture. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, quelques semaines, tout le monde disait que Bouteflika était capable de gérer. J'étais le seul à le dire le 14 mars 1914. Si je le dis aujourd'hui, peut-être je serai en prison. Bouteflika est impotent, ne peut pas gérer ce pays en 2014. Donc, à mon avis, la seule chose qu'il faut préserver par tous les moyens, c'est la liberté d'expression. Et c'est la liberté d'expression qui sera la solution pour ce pays. Sans liberté d'expression, nous ne pouvons rien faire. Oui. Alors, ça vous tient beaucoup à cœur.
Alors le procès, les derniers procès, là, comment vous sentez l'évolution de la situation là? Au jour d'aujourd'hui, je vous sens très inquiet. Vous êtes venu tirer la sonnette d'alarme pour dire j'ai un peu le sentiment qu'on va revenir à avant octobre 88. Mais bon, il y a quand même des éléments d'espoir. Il faut avoir l'espoir. Mais l'espoir, c'est que c'est des libertés très frileuses. C'est des libertés qui ont besoin d'être préservées. C'est des libertés qui ont besoin d'être renforcées, pas bousculées. À qui vous parlez, Khaled Bourayou? Pas à moi. Moi, je suis convaincu des libertés. Quand vous dites ce message-là, vous le dites vous le dites pas, vous le dites à Bedoui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Nourdine Bedoui a encore l'autorité? J'essaie de parler à la raison. Si c'est Ahmed Gaïd Saleh, ça fait longtemps que beaucoup de gens s'adressent à lui, mais ça donne aucun résultat. Il met les gens en prison. Peut-être que demain, il va nous mettre, vous et moi, en prison à cause de cet entretien. Je ne pense pas, mais son message, à mon avis, gagnerait. La répression ne règle rien. C'est ça le message que vous voulez faire? Oui. Si, elle peut régler. Bon, je vais mettre, quand même, on est dans Bzaf, on va essayer de mettre l'avocat du diable. La répression a fait taire les voix qui disent qu'il faut un changement radical. La répression a fait taire ou disparaître du champ de vision des candidats à la présidentielle qui ne seraient pas candidats, qui n'auraient refusé d'aller dans des conditions actuelles. Des candidats, la répression a fait disparaître des lanceurs d'alerte qui montrent au jour les turpitudes de ce régime et aussi de la direction de l'ANP. Donc la répression, elle peut servir aussi, elle peut servir à se maintenir. Je vais vous dire une chose. Dans l'histoire de l'humanité, y a-t-il eu une fête de la répression? Est-ce que la répression a gagné quelque chose dans l'histoire de l'humanité? Elle permet de gagner du temps. Oui. L'issue finale, en général, elle perd, mais elle permet de gagner du temps. Parce que la force n'est pas la vérité. C'est le droit qui est la vérité. C'est la légalité qui est la vérité. La force, c'est l'absence de raison. La force, c'est qu'on essaie de mettre quelqu'un sous la force, mais pas sous la raison. Il est difficile de convaincre des gens que de les soumettre à la force. Alors, puisqu'on évoque les cas de droit vous étiez partie civile contre le Bouchi, parce que vous habitez la cité qu'il a occupée avec cette promotion qui a pris une parcelle de votre copropriété à Sorécal, à Alger, la PC de Belmondres. Hein? Oui. Et depuis pour essayer de voir un peu si la justice s'est autonomisée et qu'elle traite différemment les affaires, est-ce que ce dossier a bougé différemment depuis que on s'est rendu compte qu'en fait vous étiez agressé par un suspect de trafic de cocaïne? Mon cher ami, ce qui est important dans un procès, c'est l'enseignement qu'on doit en tirer. A-t-on tiré enseignement du procès ou du cas de Kamel Boucher? Est-ce que l'expoliation du foncier continue ou non? Est-ce que les trafics sur le foncier continuent ou non? A-t-on détruit, écoutez, je suis peiné, on a détruit 14 sapinières. Ça s'appelait la source sapinière. C'était des témoins de la vie et de l'histoire d'une source que le bulldozer d'un ignorant est venu arracher. C'est ça la force, c'est l'ignorance. Tout ça n'est pas rattrapable, n'est pas réparable. Bien sûr. Mais il y a quand même le bâtiment qui est dressé et qui n'est pas terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? A-t-on terminé quelque chose dans ce pays? Enfin, si, il y a des chantiers qui finissent. Mais celui-là, oui. le promoteur est en prison. Et votre cité, elle est toujours occupée. Enfin, elle va rester occupée. On ne va pas démanteler cette immeuble. On n'a pas récupéré. Les habitants sont toujours privés de soleil. Ils étaient privés de soleil, ils étaient privés de vérité. C'est deux choses quand même trop dures pour un habitant qui... Et au niveau civil, Maître Bourayou, qu'est-ce qu'on peut faire qui puisse vous remettre dans vos droits? Écoutez, rappelez-vous en décembre 1994, sur ce plateau, je dis... 2014. Ma seule peur, c'est qu'il va nous gagner en justice. Et il nous a gagné en justice. Bon, maintenant on sait pourquoi. Oui.
Puisqu'il y avait beaucoup de hauts dignitaires qui consommaient de la cocaïne. Enfin, nous, on était naïfs, on pensait que c'était réservé à d'autres contrées. Et je ne savais pas à ce moment-là que les grutiers et les grues étaient accompagnés par des policiers. Et quelqu'un m'avait dit qu'on payait à 500 000 dinars la dalle aux policiers qui accompagnaient. Pour assurer la sécurité, parce que les citoyens de la cité étaient mobilisés pour empêcher qu'on coule la dalle. Un wali qui donne une autorisation d'extension d'un chantier en 24 heures. Tout ça, nous en subissons aujourd'hui. Et vous croyez qu'au niveau aujourd'hui, c'est la liberté qui va régler ça? C'est le droit qui va régler ça aussi, parce que la liberté a besoin de droit, et le droit a besoin de justice. On a espéré à un moment donné, enfin on a espéré. Certains nous ont vendu l'idée que la nomination de M. Zermati à la tête du ministère, enfin anticonstitutionnel d'ailleurs, parce que le président de l'État n'a pas le droit de changer de ministre au terme de la Constitution pendant son intérim. Ça fait partie des fonctions qu'il ne peut pas changer. Mais bon, on n'est pas à cela près hein, dans les empiètements et les manquements au respect de la Constitution depuis de longues années. Qu'est-ce qui a changé avec Zermati? On a l'impression que la répression s'est accélérée plus qu'autre chose. Pour parler de liberté et de droit. Zermati est un très bon magistrat. Un excellent parquetier. Quand il était à la tête du parquet d'Alger. Mettez Zermati dans un système libéral, dans une justice indépendante, il sera un autre Zermati. Donc il peut être un bon leader du ministère public à condition que le gouvernement soit démocratique et les institutions fonctionnent normalement. Oui. Mais quand on accepte d'aller dans le gouvernement de Bedoui, on ne peut pas faire plus que nous commande aujourd'hui la voie de la nomination en Algérie. Vous savez qu'en Algérie, nous vivons des choses extraordinaires. Celui qui décide ne gère pas. Ça c'était avant. Et celui qui gère ne décide pas. Ça c'était la cohabitation entre Bouteflika et Ahmed Gaïd Saleh. Aujourd'hui, tous les pouvoirs sont concentrés au même endroit. Même maintenant. Sinon, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, l'évolution du Hirak, les problèmes qu'il rencontre, l'espérance qu'il donne, sont confrontés aujourd'hui à des freins? Parce que à la tête de l'armée, on considère que l'armée doit continuer à diriger ce pays. C'est pas compliqué. Hein. C'est difficile de changer de point de vue. Ça, c'est une révolution copernicienne. C'est admettre que les citoyens librement doivent décider de leur sort. C'est compliqué à accepter. On n'a jamais pensé le contraire. On savait que ça allait être compliqué. C'est compliqué à accepter, mais à mon avis, l'attachement aux libertés, aux droits, à la justice doit préfigurer quand même les fondements d'une société nouvelle. L'attachement aux libertés, là aussi, vous avez été avocat, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, de Hussein Ben Hadid, général à la retraite, qui est en prison, qui a été à nouveau arrêté. Vous avez vu comment il a été arrêté, manu militaire, et à son âge, malade, qui doit suivre une thérapie. De quelle liberté on parle? Là, c'est pas de la liberté. Si vous n'arrivez pas à appliquer le droit, et vous êtes incapable de donner le droit à quelqu'un, préservez au moins sa dignité. Et malheureusement, ça, on l'a pas fait. C'est ça qui est dramatique. Quels sont les profils de prévenus qui font appel à vos services, ténor du barreau d'Alger, Khaled Bourayou? On a un moment dit, il faut être riche pour avoir Maître Bourayou. Ça, c'est pas toujours vrai, parce que pas du tout. Parce que non, ça c'est pas du tout. Hein? Est-ce que vous défendriez Tleba s'il faisait appel à vous? Je suis un avocat d'abord, je suis pas militant. Oui, c'est ce que je voulais entendre. Et donc, je défendrai. Est-ce que vous savez qu'il y a un lanceur d'alerte qui est bien connu, Saïd Benzdira, qui affirme tenir de lui qu'il était à Malte et il s'est déplacé en Tunisie pour essayer de rencontrer sa mère. On lui avait miroité la possibilité de voir sa mère vieille et fatiguée, et qu'il a été arrêté par les services tunisiens qui l'ont remis au service algérien. Ce serait un précédent grave. Oui. Apparemment, il n'y a pas une procédure d'extradition. Mais tout ça s'est passé dans le... Oui.
Au niveau, que dit le droit en général? Quand quelqu'un, dans son cas, vient de perdre son immunité, tout de suite le mandat d'arrêt fonctionne à l'international? Le mandat d'arrêt, et puis il y a des procédures d'extradition qui se font, et puis il y a des garanties que demande l'État requis à l'État requérant, que l'État requérant demande aussi donne un dossier très complet sur la situation pour que l'extradition soit faite. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Et l'État requérant doit, à mon avis, respecter la décision sur laquelle l'extradition a été faite. Or, ici, on n'a pas respecté beaucoup de décisions, alors que certains procès étaient exclus de l'acte d'extradition. Oui. Et pourquoi ça fonctionnerait dans le cas de Tleba et pas dans celui de Nzal, parce que je crois savoir aussi qu'il y a un mandat d'arrêt contre Nzal le père et Nzal le fils. Écoutez, je pense que c'est pas la même chose. Je pense que Nzal est dans un procès politique. C'est un procès, la nature même de l'infraction pour laquelle il est poursuivi a un caractère comme politique. Quand on parle de complot, je l'accuse pas, mais l'incrimination qui lui a été mise sur le dos. Tandis que Tleba, c'est de la corruption. Oui. On n'est pas tout à fait au fait des éléments d'incrimination. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la corruption. La corruption, elle existe dans tous les pays du monde. La corruption, c'est deux personnes. Un corrupteur, un corrompu. Le corrupteur qui achète un droit chez le corrompu, qu'il paye. C'est ça la corruption. Mais quand le système est corrompu, quand le système fonctionne à la corruption, c'est ça qui est grave. Au lieu de mettre des gens pour corruption, il faut aussi mettre des systèmes en prison pour corruption. Rappelez-vous quand même comment se font les élections. Rappelez-vous comment les gens accèdent à des postes de responsabilité. Rappelez-vous comment des politiques industrielles ont été menées, puis on a remis, après avoir distribué des dividendes à certains. Tout ça fait que c'est un système qu'il faut, à mon avis, radicalement rompre avec. Ah ben voilà. C'est les raisons pour lesquelles il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de respect du droit, parce que ce système ne veut pas accepter cette rupture. Oui, mais politiquement, c'est clair comme de l'eau de roche, non? C'est un système qui est allé dans... Regardez la fin d'un système honteuse, hideuse. Vous avez cru que l'État algérien terminerait comme ça? C'est assez pessimiste ce que vous dites là. Il n'y a aucune possibilité de rebond? Le rebond, c'est 4 repères. La liberté, le droit fondamental, les droits fondamentaux, la justice sociale et la vérité. Rappelez-vous qu'il y avait des ministres qui disaient que Bouteflika pensait qu'il pensait mieux que nous, qu'il était vivant. Et on a mené le pays par l'imposture. C'est pas la vérité, c'est pas le droit, c'est pas la liberté. Maître Khaled Bourayou, merci d'avoir partagé avec nous le Bzaf numéro 3, en espérant que nous ferons un numéro 4. Merci à vous. Merci. Hey, Bzaf! 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 Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.